Notre sujet est la guerre. Donc on est un musée de guerre. Mais selon moi, si on fait un musée de guerre comme il faut, et si on démontre à nos visiteurs ce qu'est une guerre, ce visiteur, il va beaucoup plus comprendre la valeur de la paix. Donc un bon musée de guerre est aussi un musée de paix. Alors ici, nous sommes à Plouxter et c'est ici que se sont faites depuis plusieurs années les reconstitutions des trèves. On a ce côté tellement paisible aujourd'hui avec le petit bois, les vaches en train de paître et quand on repense à tout ce qui était à l'état des choses en 14, c'est quand même impressionnant. On a besoin de ces lieux qui marquent le territoire, c'est un peu comme une tombe de famille quelque part, c'est un endroit de recueillement, mais aussi de vie retrouvée. En fait, mon origine est double. Je dis toujours que je suis 50% française, 50% allemande et 50% belge aussi, parce que ma mère était française, mais d'origine belge, donc toute ma famille était de l'autre côté du pont, donc des frontières à passer tout le temps. Le fait d'avoir un père allemand m'a posé quand même problème. Et je me souviens vraiment de ces cours d'histoire qui, pour moi, étaient à l'école à partir de 1870. On plongeait dans une guerre après l'autre, les Allemands de plus en plus terribles, de plus en plus méchants. Et moi, je regardais le plancher dès la première minute du cours d'histoire jusqu'à la fin. Je me sentais quand même coupable de ce côté allemand. Je me suis imprégnée quand même beaucoup de cette problématique de la guerre. Et finalement, c'est ressorti maintenant seulement après tant d'années, par les livres pour enfants qui m'ont permis d'évacuer un petit peu, de retravailler ça plus en profondeur. C'était non seulement l'histoire, la grande histoire, mais c'était mon histoire personnelle. C'était mes deux grands-pères qui étaient face à face. Quand je fais des rencontres en école, je dis souvent aux enfants, vous imaginez vos repas de famille, vous avez vos deux grands-pères à table pour vos repas de communion ou même le dimanche. Moi, mes grands-pères, ils n'étaient pas des deux côtés de la table, ils étaient des deux côtés du front, chacun dans sa tranchée. Et puis, c'était celui qui tuerait l'autre. Ils ont survécu tous les deux, heureusement, finalement, il n'y en a pas un qui a tué l'autre. J'ai marché souvent dans ces champs, justement, ici, détruits en 14, d'est en ouest, d'ouest en est, en me disant qui était où se sont-ils retrouvés, etc. Enfin, cette question toujours du moment du face-à-face. Et alors la question s'est un petit peu transformée dans ma tête en me disant, tiens, ont-ils fraternisé peut-être mes deux fameux grands-pères, mon Oscar, mon Émile, ce serait superbe. Ça changeait un petit peu la perspective en se disant que il n'y avait plus que ce face-à-face, mais il y avait peut-être la rencontre qui avait pu se faire avant la rencontre familiale qui s'est faite bien plus tard. Quand je rencontre des classes, je leur dis qu'à l'époque, on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse un jour vivre en paix. On était dans un conflit quasi permanent, on allait refaire une autre guerre par la suite. La France et l'Allemagne semblaient vraiment vouées là, à être ennemies pour toujours. Et moi, j'aimerais leur transmettre l'idée qu'on peut y arriver. On peut arriver à faire la paix pour un soir, même si ça semble complètement impossible, c'est totalement surréaliste ce qui s'est passé au moment des trêves. On dépasse l'imagination et ça a pu se faire parce que le côté humain a repris le dessus. Et c'est ça, je crois, l'essentiel quand on voit toute la situation actuelle de tous ces conflits un peu partout, où on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est embourbé mais jusqu'au cou, et de se dire, en 18, on était dans la même situation et on a réussi quand même, après pas mal d'années, mais on a réussi à devenir amis. Et voilà, donc la paix est possible. Je suis le résultat de la paix qui a été faite finalement, puisque sans ce mariage franco-allemand, je ne serais pas là. Puis comme j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà continué, le fruit a déjà reporté ses fruits.
Et je crois que c'est la transmission essentielle, oui. On est sur la stèle de l'aspirant Leregan qui est mort ici au combat. Il avait 19 ans et en fait il a porté ses camarades à aller au combat qui ne voulaient plus aller au combat. Ils étaient découragés et il les a encouragés à aller au combat. Il était quand même fort courageux et puis en plus encourager ses camarades à aller au combat à son âge, c'est vraiment un acte de bravoure. Même si beaucoup de temps est passé, ça reste frappant, ça reste marquant. C'est pour ne pas oublier qu'on est là et c'est à la fois un lourd poids mais c'est aussi une responsabilité dans le sens où il faut qu'on le transmette nous après aux générations futures pour pas que ça se perde. C'est notre histoire, c'est l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'histoire de Neuville-Saint-Vaast, c'est comment le village a été fondé, comment il a été refondé, grâce à qui, pourquoi. C'est toute l'histoire du village qui repose notamment sur la Première Guerre mondiale. Donc que ce soit ce monument-là où ça célèbre un aspirant qui a emmené les troupes au combat ou un monument qui relève des fraternisations, je pense que ces deux monuments ont autant de valeur symbolique pour la période de la Grande Guerre. Alors, ce qui est extraordinaire dans Barthas, et qu'on ne trouve, à ma connaissance, nulle part ailleurs, c'est qu'il termine son récit par cette invocation. Qui sait, un jour peut-être, sur cette région de l'Artois, on élèvera un monument aux fraternisations au nom de ces hommes qui se battaient parce qu'on les obligeait à se battre, mais qui n'en avaient aucune envie et qui faisaient partie de l'humanité. Le monument, je l'ai en tête dès que je tombe sur ces documents de Louis Barthas, c'est-à-dire au début des années 90. Au moment du film, on avait lancé une souscription qui nous avait permis d'acquérir le terrain ici, à Neuville. On n'était pas des bâtisseurs de monuments, nous. On fait du cinéma. Donc ça s'est retombé et à l'approche du centenaire, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible qu'on en reste là. Donc, un peu en désespoir de cause, je fais paraître dans le monde une tribune qui a un peu un appel au secours, une bouteille à la mer, quoi. C'était un cri de désespoir et moi je pense que je connaissais l'histoire parce que j'avais vu le film, que bon, en lisant, je me suis rappelé de l'assaut, etc. Et je me suis dit, il faut répondre à ce cri de désespoir. Dans l'heure, j'appelle Christian Carillon, je lui laisse un message, je lui dis voilà, je suis président de la communauté urbaine, j'ai lu votre tribune, je voudrais vous pas. Voilà. Et j'ai un souvenir, mais alors formidable, parce que quand Christian est venu devant le bureau de la communauté urbaine, pour expliquer le projet, pourquoi on le faisait, etc. Et qu'il a eu l'adhésion unanime du bureau. Et on avait, lui et moi, les larmes aux yeux parce que c'était un moment très très fort, très très fort. Le monument de fraternisation que nous inaugurons aujourd'hui est unique en son genre. Il célèbre un acte de paix en temps de guerre. Il évoque un geste d'humanité au milieu du carnage. Il démontre aussi la force de la fraternité face aux démons de la barbarie. L'espoir de Barthas est exaucé, c'est-à-dire qu'on est venu en gros construire ce qu'il a imaginé et ça dépasse Barthas. C'est vraiment des milliers d'hommes sur tout le front, entre Calais et Bâle, qui à un moment donné, à Noël 14 ou plus tard, ont eu ces moments où il n'y avait plus de guerre. Après 100 ans d'expérience, puis une deuxième guerre mondiale, vous avez encore des gens, des politiques et même certains historiens qui
se posent encore les questions. Ah mais peut-être qu'on repartirait encore comme en 14. C'est terrible d'entendre maintenant des choses comme ça, alors qu'on a encore l'exemple de souffrance actuellement partout dans le monde. La peur, c'est le manque de sagesse qu'on tire de tous ces événements-là, quoi. Peut-être que l'avenir de l'humanité, c'est justement dans notre devise liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'il faut redonner du sens à fraternité, et puis peut-être que les deux autres en auront un petit peu de sens. Ce qui est encourageant quand même, c'est que c'est eux qui nous donnent l'exemple. Parce que dans la situation où ils ont été, que ce soit la situation humaine, de guerre, quoi, mais aussi la situation au quotidien, dans la nature, dans le froid, dans la faim, dans la soif, qui s'est pu avoir des comportements aussi dignes. C'est là qu'on dit qu'ils avaient un sacré cœur, quoi. Un sacré cœur. Souvent, je pense à mes très nombreux camarades tombés à mes côtés. J'ai entendu leurs imprécations contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout leur être contre leur funeste sort, contre leur assassinat. Et moi, survivant, je crois être inspiré par leur volonté, en luttant sans trêve ni merci jusqu'à mon dernier souffle, pour l'idée de paix et de fraternité humaine. Je dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix, comme une femme, j'ouvrais la porte et tout à coup, ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin, et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison, comme une chose coutumière à la maison. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des doigts, et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance, on court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Toutes les cartes donc sont remises à plat dans ce contexte très particulier qui est un contexte de dictature et d'occupation militaire. Bordeaux est une ville allemande, une deutsche Stadt. Les villes sous l'occupation, tout de suite. Pour nettoyer, aspirer et sécher en une seule étape, utilisez le nettoyeur de sol 3 en 1 Silvercrest. Adapté pour différents types de sols, ses fonctions de pulvérisation et d'auto-nettoyage vous permettront d'entretenir toutes vos surfaces sans effort. Nettoyeur de sol 3 en 1 Silvercrest, 149 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. C'est mamie, ma chérie. Ça va? Bonjour, ma chérie. Je voulais te souhaiter un très joyeux Noël. Hein?
Et puis tu feras un gros bisou à papa et à maman. Je t'embrasse, ma chérie. Au revoir. C'était qui? C'était mamie. Elle vous embrasse. Vous avez ça, s'il vous plaît. L'évolution de la gastronomie française est totalement liée à l'histoire du pays. Et une manière très spéciale de transformer le simple acte de manger en une forme d'art. On va jusqu'à parler de spiritualité de la cuisine. Venus d'Afrique et d'Asie, le thé, le café et le chocolat ont révolutionné les mœurs européennes. Marie-Thérèse, elle était une très grande consommatrice de chocolat. Louis XIV n'aimait pas trop. Ce soir, sur toute l'histoire, à 20h40, la France à table, et à 21h35, thé, café ou chocolat. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart. Whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. Chérie, on joue au Super Loto? J'ai déjà tout avec toi, bébé. C'est 13 millions quand même. C'est quoi? On va jouer ton anniv, le 12. C'est le 4. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, Super Loto du Nouvel An de 13 millions d'euros. Allez, tu viens jouer, Max? Oh, désolé. C'était le baby-foot ou la machine à laver? On peut pas tout avoir. Et si? Chez Electrodépôt, on peut. Venez voir. Dans ce laboratoire, nos ingénieurs qualité ont déjà effectué plus de 200 tests de conformité sur nos lave-linges. À l'image de ce nouveau modèle Valberg, 6 kg, 1200